Bonjour à tous et bienvenue à notre webconférence sur le DUERP et plus spécifiquement comment le rédiger et le mettre à jour. Je suis Mylène Volpillac, je suis ambassadrice chez Jury Travail et je suis accompagnée aujourd'hui de Kevin Lemoyec. Donc bonjour Kevin. Bonjour Mylène, bonjour à tous. Qui est juriste expert chez Jury Travail. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que Jury Travail pour ceux qui ne nous connaissent pas encore? Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne depuis 20 ans cette année. Nous avons avec nous une équipe de 50 juristes et plus de 700 avocats qui chaque jour décryptent l'actualité juridique et rédigent des dossiers thématiques, des modèles pour vous aider dans la gestion de votre entreprise au quotidien. L'ensemble de nos experts vous accompagnent dans vos démarches, quel que soit le domaine de droit. Et aujourd'hui, et nous en sommes très fiers, nous avons plus de 3000 entreprises qui nous font confiance et qui utilisent quotidiennement nos services que nous avons conçus spécialement pour les professionnels. Quels sont-ils nos services? Nous avons créé des formules spécialement pour les pros, où vous allez pouvoir contacter, quand vous le souhaitez, un juriste au téléphone qui vous répondra à toutes vos questions, quel que soit le domaine de droit. Grâce à ces formules, vous allez pouvoir également accéder à l'ensemble de notre base documentaire avec tous nos dossiers thématiques, nos modèles de lettres et nos modèles de contrats qui sont bien évidemment à jour des derniers textes de loi. Et dans la formule, vous allez bien entendu profiter de votre convention collective à jour des derniers accords. Je vous invite vivement à l'issue de notre webconférence à aller sur le site de Jury Travail, découvrir la formule qui vous correspond le mieux et correspond le mieux aux besoins de votre entreprise. Nous allons pouvoir désormais rentrer dans le vif du sujet qu'est le DUERP. Petit point sur le contexte. En tant qu'employeur, vous avez l'obligation légale d'assurer la santé et la sécurité de l'ensemble de vos salariés. Pour ce faire, vous allez devoir évaluer les risques professionnels présents dans votre entreprise et les retranscrire dans un document, donc le document d'évaluation des risques professionnels, le DUERP. Aujourd'hui, nous allons voir qui, du coup, est concerné par ce document et surtout comment le rédiger et comment le mettre à jour. Nous allons, du coup, traiter l'ensemble de cette vaste thématique dans 9 points essentiels. La première, Kevin va nous rappeler les objectifs, du coup, du DUERP, quelles entreprises sont concernées, quels vont être les intervenants dans l'élaboration du document et le rôle de chacun de ces intervenants, quels sont les risques que vous allez devoir évaluer et comment surtout on évalue ces risques-là, comment on rédige le DUERP, là c'est plus un point sur la forme, y a-t-il une forme particulière à ce document-là, à quelle fréquence devez-vous le mettre à jour, à qui devez-vous le communiquer, et enfin, si votre DUERP n'est pas fait ou incomplet, à quelles sanctions en tant qu'employeur vous vous exposez. En dernière partie, Kevin vous précisera toutes les actions que vous avez à faire en tant qu'employeur après la rédaction du document. À l'issue de toutes ces réponses de Kevin à ces questions-là, nous allons répondre à vos questions que je vous invite vivement à poser dans l'onglet questions, et j'insiste bien sur questions et non pas chat s'il vous plaît, en bas à droite. Nous allons prendre du temps du coup pour vous répondre à vos questions. Si malheureusement nous ne pouvons pas répondre à l'ensemble de vos interrogations, vous pouvez les poser directement sur notre site. Nos juristes vous répondront en 24 heures. Je vous donnerai le lien à la fin de la présentation où Elodie vous l'enverra directement dans le chat. Du coup, Kevin, nous allons pouvoir commencer avec la définition et les objectifs du document unique. Merci. Alors, juste également une petite précision, le DUERP, c'est un sujet assez complexe, assez lourd. Donc, si jamais je vais trop vite ou autre, cette webconférence sera disponible sur YouTube assez rapidement. Et vous avez également le dossier que vous pouvez télécharger sur le site du Jury Travail. Exactement. Donc,
Au niveau de la définition et des objectifs du document unique d'évaluation des risques professionnels, le DURP. Ce DURP, c'est quoi déjà? Le DURP, c'est un document unique dans lequel l'employeur doit consigner le résultat de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité auxquels peuvent être exposés les salariés. C'est pour ça qu'il n'y a pas... Il y a des modèles qui sont utilisables, mais ces modèles ne vont pas présenter des exemples de risques, parce que les risques dépendent de toute entreprise. Toute unité de travail va avoir des risques différents. Il peut y avoir des risques communs, comme on l'a eu avec la crise de la Covid-19, où la Covid-19 était un risque, peu importe l'entreprise dans laquelle nous nous trouvions. Mais en règle générale, les risques dépendent entièrement des unités de travail. Donc, pour pouvoir élaborer ce document unique, il faut se baser sur 9 principes généraux qui sont les suivants. Alors, un petit peu liste, donc c'est pour ça aussi que je vous disais qu'elle sera disponible sur YouTube si vous avez besoin de noter. Les 9 principes généraux du DURP, le premier, c'est d'éviter les risques, donc c'est-à-dire supprimer le danger. Ensuite, c'est évaluer les risques, donc apprécier l'exposition au danger, parce qu'on ne peut pas le supprimer. C'est combattre les risques à la source, donc intégrer la prévention le plus tôt possible, afin d'éviter un risque qui se présente. Cela peut être dès la conception même du lieu de travail. C'est également adapter le travail à l'humain en tenant compte des différences individuelles afin de réduire les effets du travail sur la santé. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction des salariés, des risques peuvent également être plus importants qu'avec d'autres. Je n'ai pas particulièrement d'idée, mais par exemple, un salarié ayant un handicap pourrait être susceptible d'être dans une situation qui pourrait être risquée et qui le serait beaucoup moins pour un autre. Il faut également tenir compte de l'évolution de la technique, donc adapter la prévention aux évolutions techniques et organisationnelles. Remplacer un produit ou un procédé dangereux parce qu'il l'est moins. Par exemple, quand on va être dans l'agriculture, remplacer peut-être des pesticides qui pourraient être dangereux par des pesticides qui seraient moins nocifs. Planifier la prévention en intégrant technique, organisation et conditions de travail. Donner la priorité aux mesures de protection collective et utiliser les équipements de protection individuelle en complément des protections collectives. Et donner les instructions appropriées aux salariés, donc les former et les informer pour qu'ils connaissent les risques et les mesures de prévention. Donc ça, ce sont un peu les 9 piliers, les 9 principes généraux de la prévention dans l'entreprise. Donc, une fois qu'on a ça, on peut se lancer dans le document unique. Et pour cela, il faut évaluer les risques au sein de chaque unité de travail. On ne va pas parler d'entreprise ou d'établissement, mais vraiment d'unité de travail. Un établissement peut avoir une seule unité de travail, tout comme elle peut en avoir plusieurs. Par exemple, chez Jury Travail, on va avoir un établissement où il va y avoir des juristes qui vont être face à un ordinateur sur un bureau. On va aussi avoir des services, par exemple, de réparation qui vont intervenir sur des serveurs ou autres. Donc là, on est face à plusieurs unités de travail, les risques n'étant pas les mêmes dans l'une et dans l'autre. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours bien d'abord définir ces unités de travail. Ces unités de travail, je peux vous donner quelques exemples. On peut avoir un poste de travail qui est lié à une machine, un îlot de production sur des mêmes machines, un atelier entier, un lieu géographique, un lieu de stockage dans un magasin, etc., etc. Donc, au sein de chacune des unités de travail, il faut évaluer les risques et faire un inventaire avec les dangers et les risques. Par exemple, avec un escalier, il y a un danger, ça peut être un danger. Le risque, c'est la chute. Donc, toujours bien distinguer le danger et le risque. Merci Kevin. Et du coup, quelles entreprises sont concernées dans l'élaboration de ce document unique? Alors, quelles entreprises concernées? C'est très simple, c'est toutes dès lors qu'il y a au moins un salarié. Le document unique est obligatoire dès l'embauche du premier salarié. Il n'y a pas d'exemption
en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, qui sont les intervenants dans l'élaboration et quel est le rôle de chacun? Alors, traditionnellement, c'est l'employeur. C'est à l'employeur de réaliser ce document unique. Jusqu'à il y a peu, le CSE avait un rôle plus facultatif. Depuis la loi du 2 août 2021, c'est la loi Santé au travail, le CSE et sa commission sécurité santé, le CSSCT, s'ils existent, doivent apporter leur contribution à l'évaluation des risques professionnels. Et en plus, le CSE doit être consulté sur ce document unique, ainsi que sur ses mises à jour. Donc ça veut dire que l'employeur ne peut plus réaliser seul dans son coin ce document unique, ce qui n'était pas forcément très efficace, parce que réaliser seul ce type de choses, c'est aussi passer à côté de beaucoup d'autres choses. Donc c'est pourquoi c'est toujours mieux de le faire à plusieurs. Donc la loi a pérennisé cette pratique qui était déjà en vigueur dans beaucoup d'entreprises. Le CSE et sa CSSCT, si elle existe, participent, apportent leur contribution à l'élaboration de ce document unique. Il peut y avoir d'autres personnes qui peuvent participer, mais la loi a imposé cette participation du CSE. Évidemment, s'il existe, s'il y a une entreprise de moins de 11 salariés ou s'il y a un PV de carence, l'employeur ne pourra en aucun cas faire participer le CSE à l'élaboration de ce document unique. En plus, une fois que le CSE a participé à son élaboration, le CSE va avoir une véritable consultation concernant ce document unique. Donc l'employeur, une fois qu'il est fait, devra consulter le CSE sur ce document unique. Alors j'attire votre attention sur un point, par contre, où là, il y a beaucoup de questions qui se posent concernant cette fameuse participation du CSE. Le texte, l'article L2312-9 du Code du travail, pose ce principe de participation du CSE à l'élaboration de ce document unique. Cependant, cet article il figure dans une section du Code qui n'est applicable que pour les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, on pourrait se dire, entreprises de moins de 50 salariés, elles ne sont pas visées par ce texte, donc l'employeur pourrait élaborer seul son document unique. Cependant, comme toute réforme en droit du travail, cette réforme, elle provient d'un accord national interprofessionnel, un ANI, qui date du 9 décembre 2020 et qui a précisé que la mise en place d'un dialogue social renforcé suppose que la prévention puisse être abordée plus largement dans l'institution représentative que constitue le CSE, y compris dans les entreprises de moins de 50 salariés. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que le fait d'avoir placé cet article dans les entreprises de plus de 50 salariés est une erreur ou est volontaire? Ça, on ne sait pas trop. Donc c'est pourquoi il peut être préférable, peu importe le nombre de salariés, de faire participer systématiquement le CSE à l'élaboration de ce document unique. D'autant plus que ça permettra d'éviter de passer à côté de certaines choses. Il est beaucoup plus facile de le faire à plusieurs. Très bien, merci beaucoup. Du coup, dans l'évaluation de ces risques, est-ce que tu peux nous en dire plus sur quels sont ces risques-là et quelle est la méthodologie pour les évaluer? Bien sûr. Comment élaborer ces risques? Déjà, respecter la loi. Donc, faire le tour des unités de travail à plusieurs pour pouvoir identifier les risques avec les membres du CSE pour qu'ils puissent participer à l'élaboration de ce DURP. Membres du CSE ou membres de la CSSCT si elle existe. Donc, on fait le tour avec les membres du CSE. Il peut être intéressant également de faire participer les salariés présents au niveau de cette unité de travail. Ce sont les plus à même d'être conscients des risques qu'ils peuvent avoir parce qu'ils ont pu vivre certaines choses, certains dangers auxquels ils auraient été exposés, certains risques qu'ils auraient pu remarquer, certaines douleurs qu'ils pourraient avoir, par exemple des problèmes de dos liés à un siège qui ne serait pas optimal. Donc, il ne faut pas hésiter à demander également aux salariés, lorsqu'on fait le tour des unités de travail, s'ils n'ont pas remarqué certaines problématiques, certains risques qui pourraient avoir des conséquences plus ou moins graves
sur la santé. Il est également possible de demander à d'autres personnes d'intervenir, que ce soit l'intervenant en prévention des risques professionnels, s'il y en a, que ça peut également être le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère, des services de prévention des caisses de sécurité sociale, etc., etc. Donc, il y a tout un tas de personnes qui peuvent aider l'employeur à rédiger ce document unique et à faire le tour des unités de travail avec l'employeur pour rédiger au mieux ce document unique. Alors, quels sont les risques qu'on peut avoir? Je vais vous donner quelques exemples qu'on voit très souvent. Ça va être les troubles musculo-squelettiques liés à une position debout, un petit peu penché, lié à un mauvais siège. Ça va être la fatigue visuelle, des lombalgies, des douleurs au dos, des chutes, du stress, du burn-out, des troubles psychologiques. On va retrouver, par exemple, dans des activités plus de bureau, des problématiques liées à la fatigue visuelle, qui soient liées à un éclairement insuffisant ou trop éblouissant, des distances trop courtes entre l'œil et l'écran, la lumière bleue au niveau de l'écran de l'ordinateur qui, dès lors que vous travaillez avec un écran, peut très souvent finir dans le DURP. Les troubles musculo-squelettiques qui, eux, sont également un très gros problème dans beaucoup de catégories, parce qu'il n'y a pas besoin d'être forcément debout. La position assise aussi peut entraîner ce genre de troubles. Quand on a une posture statique devant un écran, un clavier, qui serait trop haut ou trop bas, l'appui sur la souris. On pense par exemple beaucoup également aux agents de caisse dans les supermarchés, les gestes répétitifs au niveau d'une caisse qui peuvent poser des gros problèmes au niveau des poignets ou au niveau du dos. Donc, il faut faire le tour de toutes les unités de travail pour pouvoir déceler chacun de ces risques. Et justement, en étant plusieurs, ça permet de rajouter des risques auxquels on n'aurait pas forcément pensé si on l'avait fait seul. D'où le fait également qu'il ne faut pas hésiter à demander aux salariés en place s'ils n'ont pas des douleurs au dos ou s'ils n'ont pas remarqué quelque chose qui pourrait être problématique. Il y a également un risque récurrent qui est le stress, je crois, qui est très présent. Le stress est très présent. Alors, c'est sûr que le stress étant une affection qui n'est pas physique, donc ça peut avoir des symptômes physiques, mais le stress est toujours beaucoup plus difficile à évaluer parce qu'en plus, chacun est plus ou moins sujet au stress, mais le stress est quelque chose de très important qui doit être vu dans le document unique, mais de façon bien plus large dans beaucoup d'autres choses. Quand vous avez, par exemple, des salariés au forfait jour et que vous vérifiez, ou en télétravail, et que vous vérifiez leur charge de travail, une charge de travail conséquente peut avoir du stress. Donc, les risques professionnels, on a le document unique dans lequel on les liste, mais il s'agit également de l'obligation de sécurité de l'employeur, qui est une obligation de moyens renforcés. Donc, l'employeur doit tout mettre en œuvre pour que ça n'arrive pas. Donc, on a ce DU, c'est ce DURP, mais il faut également voir beaucoup plus largement et un certain nombre de risques peuvent apparaître également ailleurs et être réglés dans le DU, mais également dans d'autres actions comme le suivi de la charge de travail. Mais le stress, c'est un exemple très bon qui est en ce moment, on va dire, assez fréquent. Une question d'une de nos participantes qui me semble très intéressante du coup, sur la mesure de la gravité d'un risque. Comment mesurer la gravité d'un risque et se mettre d'accord quand on l'établit à plusieurs? Alors, c'est l'employeur, ça, il faut toujours bien garder ça, c'est l'employeur qui élabore le document unique. Donc, ce n'est pas un vote. L'employeur écoute, l'employeur prend en compte et l'employeur a la responsabilité de décider à la fin. Donc, il faut essayer de jauger l'ampleur du risque et voir dans les actions ensuite, c'est ce qu'on verra après, s'il n'est pas possible de le diminuer ou de le supprimer. Mais ça va être... il peut y avoir des membres du CSE qui vont dire « ça, c'est un gros risque ». L'employeur va dire « non, ça, c'est pas un gros risque ». C'est l'employeur qui rédige le DUR, donc c'est sa responsabilité et c'est lui qui aura le dernier mot. D'accord, c'est très clair, merci. Maintenant, on va plus passer à la forme que va devoir prendre ce document unique. Doit-il avoir une forme particulière, ce DURP? Alors, au niveau de la forme et de la rédaction du DURP, déjà, au niveau du fond,
Le document unique, il doit comporter des mentions obligatoires. La première, c'est les coordonnées complètes de l'entreprise ou de l'établissement, parce qu'on peut faire un DER par établissement si on le souhaite, avec le nom et les coordonnées des responsables, que ce soit des dirigeants, des RH, responsables sécurité. Ces gens-là, leurs coordonnées sont essentielles en cas de contrôle, si on a besoin de les appeler. On doit également avoir la liste des unités de travail et leur descriptif. Le descriptif de l'unité de travail est important parce que si on met, je dis n'importe quoi, hangar A, que veut dire hangar A? Ou salle B, que veut dire salle B? Est-ce qu'on a une unité de travail où on n'a que des gens de la salle B qui sont sur cette unité de travail, ou est-ce qu'on n'a pas, par exemple, des agents d'entretien qui pourraient venir, qui, eux, font partie d'une autre unité de travail? Donc, il faut bien décrire l'unité de travail pour qu'on sache de qui on parle et de quels salariés sont exposés à cette unité de travail. Donc, l'employeur découpe son entreprise en unités de travail selon tout un tas de caractéristiques et on liste l'ensemble de ces unités. On met également la liste des dangers par unité de travail. Donc, tous les risques liés à l'activité des salariés doivent être inventoriés. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant de le faire à plusieurs pour ne pas en oublier. Que ce soit des risques physiques, chimiques, biologiques, psychosociaux, etc., etc. Tous les risques doivent être mentionnés. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la lumière bleue avec un écran, parce que ça fait partie d'un certains éléments qui sont souvent oubliés. Et qui est un élément en plus où il est assez facile de lutter contre. On a également, dans ce document unique, les résultats de l'évaluation par unité de travail et par danger. Donc, on définit les risques en fonction de leur importance pour les traiter en priorité. Donc, il faut les classer, évaluer la gravité et la probabilité de survenue de chacun de ces risques. Probabilité de survenue, ça joue certes au niveau du danger qui peut se présenter, qui peut être plus ou moins fréquent, mais également du nombre de salariés qui peuvent être exposés à un risque. Forcément, si vous avez un risque similaire avec 10 salariés et un autre risque similaire avec 100 salariés, vous avez plus de chances qu'il se déroule de façon plus nombreuse là où vous avez vos 100 salariés. Et enfin, on inscrit le plan d'action détaillé, qui n'est pas forcément une mention obligatoire, mais ça, on verra ça tout à l'heure. Parce que pour les entreprises de plus de 50 salariés, il y a quelque chose d'un peu particulier. Mais on peut inscrire un plan d'action détaillé où on y inscrit les mesures générales de prévention, avec la liste des actions qu'on a déjà menées, avec leur date de mise en œuvre, et celles que l'on va mener avec une date de réalisation prévue, et également le nom des personnes chargées de ces actions. Donc ça, au niveau du fond, il faut bien mettre donc, les coordonnées, liste des unités de travail, liste des dangers, résultat de l'évaluation et facultatif, le plan d'action. Au niveau de la forme, ça, il n'y a pas ça reste assez libre. On a le choix entre un support papier, plus simple, ou un support dématérialisé. C'est comme l'employeur le souhaite. Le dématérialisé étant quand même un petit peu plus simple, surtout qu'on verra qu'il doit être gardé pendant très longtemps. En tout état de cause, peu importe le support que l'employeur va choisir, le support doit permettre de tout regrouper en un seul document, l'évaluation des risques professionnels, donc pas un tome A, un tome B, un tome C disséminé un peu partout. Donc un seul document, sur plusieurs feuilles hein, évidemment, ou sur fichier si c'est dématérialisé. Et il faut que ça permette d'assurer une traçabilité permanente des résultats des évaluations. Donc, on peut en avoir un lorsqu'on a une seule entreprise. Lorsqu'on a plusieurs établissements, par contre, il est recommandé de faire plusieurs documents et d'en mettre dans chaque établissement. Chaque établissement a son exemplaire. Merci beaucoup. Du coup, je vous rappelle que vous pouvez télécharger un modèle DERP directement sur notre site. Vous aurez le lien à la fin de la présentation. On a une question, du coup, tu parlais des entreprises avec plusieurs établissements. Il y a une question d'une de nos participantes à ce sujet-là. Dans le cas de plusieurs établissements, comment se passe la consultation du CSE? Quelle est la fréquence que l'on doit avoir?
Alors ça, si vous avez plusieurs établissements, j'imagine qu'il y a un CSE central, il faut vérifier le règlement intérieur pour savoir qui est responsable de quoi. En règle générale, quand on a un CSE central et des CSE d'établissement, les CSE d'établissement sont consultés pour ce qui les concerne, donc ce qui concerne l'établissement. Le CSE central va être pour ce qui concerne tout le monde. En règle générale, c'est ça. Donc, premier coup, première chose à vérifier, vérifiez votre règlement intérieur, voir s'il y a une particularité qui est dite. Sinon, si votre DURP ne concerne que l'établissement, ce sera très probablement votre comité d'établissement qui sera consulté. Merci beaucoup. Du coup, à quelle fréquence doit-on le mettre à jour? Alors ça, c'est une question assez intéressante parce qu'elle revient assez fréquemment, parce que la loi a simplifié les choses pour les petites entreprises, mais quand on simplifie les choses, parfois on les rend un peu plus complexes quand on regarde le texte. Donc il est essentiel de distinguer les entreprises de plus et moins de 11 salariés. Pour les entreprises de plus de 11 salariés, le document unique il doit être mis à jour au moins une fois par an. Donc j'insiste sur ce « au moins ». Ça ne veut pas dire qu'on le fait une fois par an parce que des nouveaux risques peuvent survenir. On a tous eu l'exemple de la Covid-19 qui a été un nouveau risque qu'il fallait inscrire dans le document unique. Donc, plus de 11 salariés, au moins une mise à jour par an. Moins de 11 salariés, les entreprises sont autorisées à le mettre à jour moins fréquemment, mais attention, c'est sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Donc, c'est-à-dire que même si vous avez moins de 11 salariés, si vous avez des risques qui apparaissent, il faudra le mettre à jour. Donc, le mieux, c'est de le mettre à jour dès qu'un risque apparaît. Et si vous n'avez pas de nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux risques qui arriveraient, ou nouvelle étude qui viendrait dire que tel ou tel produit qui, on pensait avant qu'il n'était pas nocif et qui en fait, s'il était nocif, donc ça vous crée un risque supplémentaire. Donc si vous n'avez pas tout ça, moins de 11 salariés, s'il n'est pas mis à jour une fois par an, ce n'est pas très grave. Si par contre vous avez plus de 11 salariés, il faudra obligatoirement le remettre à jour, donc il faudra chercher des nouveaux risques dans l'entreprise. Il est également très important de préciser que, vu qu'on est sur des démarches de prévention, c'est une démarche de prévention qui est permanente. Donc, au jour le jour, comme je vous ai dit, des nouveaux risques peuvent arriver. C'est pour ça que dès lors que vous avez un certain nombre de choses qui arrivent, vous êtes obligé de mettre à jour votre document unique. Ça va être notamment dès lors qu'il y a des décisions d'aménagement importants dans les locaux, modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, restructuration de l'entreprise, réorganisation, déménagement, modification de la production. Donc là, vous êtes obligé de remettre à jour votre DUR. Également, lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque est recueillie, donc appréciation d'un nouveau risque, là, ce sont des nouvelles connaissances scientifiques, c'est ce que je disais tout à l'heure, ou techniques, qui viennent dire que telle chose qui n'était pas risquée, en fait, s'il l'était. Ça peut également être un accident du travail qui arrive et qui s'est produit dans un endroit où on ne pensait pas qu'il y avait un risque, et pourtant cet accident a eu lieu. Donc là, ça remet en avant un risque. Donc il faut mettre à jour son document unique de façon assez régulière. Donc c'est pour ça, dès qu'il y a un aménagement important des locaux, un accident du travail qui arrive, un nouveau risque qui est découvert par des recherches scientifiques, des connaissances scientifiques ou techniques, on met à jour son DURP. Très important également, depuis le 31 mars 2022, dès lors que vous avez une mise à jour de ce DURP, vous devez avoir une consultation du CSE. Merci, j'ai un peu anticipé le passage à la slide suivante, mais du coup, à qui l'employeur doit-il communiquer le DURP ? Alors, déjà, dans l'entreprise, ce document unique doit être tenu à la disposition de l'ensemble des salariés et également des prestataires externes qui interviendraient sur le site. Donc, toute personne susceptible en fait de venir travailler dans l'établissement ou dans l'entreprise doit pouvoir accéder à ce document unique. Pour cela, il faut qu'il y ait un avis qui indique comment on accède à ce document unique
qui doit être affiché au même endroit que le règlement intérieur de l'entreprise. Ça, c'est imposé par l'article R4121-4 du Code du travail. Donc, votre règlement intérieur qui est affiché, qui fait partie des affichages obligatoires, quand vous avez une entreprise de plus de 50 salariés, évidemment, vous devez avoir un avis qui dit comment est-ce qu'on accède au DER. Le règlement intérieur n'étant pas obligatoire dans les entreprises de moins de 50 salariés, vous pouvez mettre un avis au niveau des affichages obligatoires. Il doit également être tenu à disposition du CSE, ce document unique, et il doit également être tenu à disposition sur simple demande du médecin du travail, de l'inspecteur du travail, des agents de prévention de la CARSAT, ainsi que des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui sont constituées dans les branches d'activité à haut risque. Ça, c'est ce qu'on appelle les OPP, BTP, par exemple, quand on est dans le domaine du BTP. Donc, il y a pas mal de personnes qui peuvent y avoir accès de droit, toutes les personnes qui travaillent sur site, et sur demande, toutes les personnes qui, donc médecin du travail, inspecteur du travail et agent de la CARSAT. Ça va être essentiellement ces trois-là. Et dans certaines branches d'activité à haut risque, les membres des organismes professionnels. Très important, ça c'est ce que j'avais dit, j'avais commencé à en parler tout à l'heure. En plus de cette communication, vous devez également garder une copie de ce document unique pendant un certain temps. Ça, c'est la loi Santé-Travail du 2 août 2021 qui l'a précisé et qui impose que soit conservé le DER dans toutes ses versions, donc la version de base plus toutes ses mises à jour, et que cette version donc, doit être conservée pendant 40 ans et être tenue à disposition des travailleurs, mais également des anciens travailleurs et toute personne pouvant y avoir un intérêt. Donc, toutes ces personnes doivent pouvoir y accéder pendant une durée de 40 ans. Cette durée est applicable depuis le 31 mars 2022 pour les versions en vigueur à cette date. Donc, toutes les versions en vigueur au 31 mars 2022 doivent être conservées pendant 40 ans. Si vous aviez une version qui est en vigueur jusqu'au 25 mars, elle n'a pas besoin d'être conservée pendant 40 ans. Par contre, les mises à jour qui vont intervenir ou un nouveau DER qui interviendra après devront être conservées pendant 40 ans. Cette mesure est applicable au plus tard au 1er juillet... pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous préciser. Il est possible de conserver ce document unique pendant 40 ans sur un portail numérique via un dépôt dématérialisé. Parce que conserver des feuilles de papier pendant 40 ans, il y a de fortes chances que ça disparaisse au bout d'un moment. Donc, il est possible d'utiliser un portail numérique et cette mesure sera applicable au plus tard au 1er juillet prochain pour les entreprises de plus de 150 salariés et au plus tard au 1er juillet 2024 pour les entreprises de moins de 150 salariés. Ce dépôt électronique étant pour s'assurer la conservation du document et que ce document ne soit pas altéré par le temps, notamment feuille de papier pouvant s'altérer pour X ou Y raison si elle est mal conservée, ou tout simplement être perdue. Il peut y avoir des déménagements, puis les feuilles, les documents qui peuvent être trimballés un petit peu dans les entreprises ont une chance d'être perdus beaucoup plus importante. Donc c'est pour ça que le portail numérique est une solution beaucoup plus efficace et beaucoup plus sécurisée qui permettront de garder ce document pendant 40 ans, qui a une durée très très longue. Merci beaucoup, Kevin. Question désormais sur les sanctions, question qui nous a été posée par l'un de nos participants. Si le DURP n'est pas réalisé ou incomplet, quelles sont les sanctions auxquelles l'employeur s'expose? Alors, au niveau des sanctions, au niveau pénal des sanctions, le défaut de document unique, tout comme le défaut de mise à jour de ce document, c'est puni d'une amende de 5e classe. C'est-à-dire 1 500 €, amende portée à 3 000 € en cas de récidive. Cette contravention de 5e classe, 1 500 € et 3 000 € en cas de récidive, ne vise que les personnes physiques. Elle ne vise pas les personnes morales. En droit pénal, quand on est sur une personne morale, c'est très simple. On prend l'amende prévue pour les personnes physiques qu'on multiplie par 5. Donc ça veut dire que la personne morale, donc l'entreprise, elle risque 7 500 € d'amende et 15 000 € d'amende en cas de récidive. Les amendes que vous voyez dans le code pénal sont uniquement pour les personnes physiques.
Donc, c'est pour ça que les personnes morales, vous prenez l'amende, vous la multipliez systématiquement par 5. Donc, ça, c'est sur le plan pénal. C'est une amende et c'est, en règle générale, l'inspection du travail qui demandera au procureur de lancer des poursuites sur ce sujet. Sur le plan civil, donc le plan civil qui va être donc pas être la société contre l'entreprise, mais des personnes qui auront un intérêt contre l'entreprise, donc essentiellement des salariés, un défaut de document unique peut conduire l'entreprise à indemniser un salarié qui en ferait la demande. Donc un salarié peut demander des dommages-intérêts pour absence de document unique d'évaluation des risques professionnels. Mais attention, et ça la jurisprudence est venue le rappeler dans un arrêt du 25 septembre 2019, la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que pour pouvoir faire une telle demande de dommages-intérêts à une entreprise, il fallait obligatoirement que le salarié établisse un préjudice. Il faut forcément que le salarié démontre que l'absence de document unique lui a causé un préjudice. On ne peut pas saisir le tribunal contre son employeur si on n'a pas de préjudice. Parce que c'est ce qu'on appelle l'intérêt à agir. Il faut un intérêt pour pouvoir saisir un tribunal. Il n'y a pas de dommage-intérêt sanction en France, contrairement aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'un salarié qui voudrait saisir le tribunal parce qu'il n'y aurait pas de document unique d'évaluation des risques dans son entreprise ne pourrait le faire que s'il démontre que cette absence lui a causé un préjudice et non pas juste parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas de DURP pour obtenir des dommages-intérêts alors qu'il n'a pas eu de préjudice, grosso modo pour avoir un gros chèque. Donc la Cour de cassation est très claire sur ce point. Donc, si un salarié saisit ce tribunal et demande des dommages-intérêts, il faut un préjudice. Du coup, ça rejoint une question d'un de nos participants. Est-ce que ces sanctions-là sont applicables suite à la perte en fait, d'un document unique avant les 40 ans? Alors, ça, on n'a pas suffisamment de recul pour le dire, mais il y a un risque que ce soit le cas parce que en cas de contrôle de l'inspection du travail qui verrait qu'il n'y a pas eu de document unique parce qu'il a été perdu, le résultat est le même, c'est qu'il n'y en a pas. Okay. Après, il est possible d'essayer de démontrer via des avis du CSE qu'on a retrouvés que on l'avait fait, mais qu'il y a eu une perte. Évidemment, une infraction pénale, il faut la volonté de la commettre. C'est ce qu'on appelle l'élément moral de l'infraction. Surprend souvent des gens quand on blesse sans faire exprès des blessures involontaires sur quelqu'un. Certes, on n'a pas voulu le faire, mais on n'a pas voulu, par exemple, en voiture, respecter certaines règles de sécurité. Donc, on a blessé quelqu'un, donc l'élément moral est présent parce qu'on n'a pas respecté les règles de sécurité. Si la personne se jette sous une roue, ça, on ne peut rien vous reprocher. Donc là, c'est un peu pareil. Il faut démontrer l'élément moral pour pouvoir sanctionner. Donc, il faut démontrer, malgré tout, que le document unique n'aurait jamais été fait. Si on arrive à démontrer qu'il a été fait, mais qu'il a été perdu, j'espère quand même qu'on n'ira pas forcément trop embêter. Par contre, ça pourrait être plus délicat au niveau du plan civil, notamment si un salarié demande 40 ans après d'avoir accès à ce document parce que, imaginons, il tombe malade et on soupçonne des produits qui auraient été utilisés dans l'entreprise. Et on se rend compte que l'entreprise n'a plus ce document unique, donc on ne peut plus voir si le salarié a été exposé et quelles étaient les actions de prévention qui avaient été mises en œuvre à ce moment-là. Là, ça pourrait être problématique et là, un salarié pourrait peut-être réussir à démontrer que ça lui cause un préjudice. Donc, en termes civils, il y aura beaucoup plus de risques. Merci beaucoup, Kevin, c'est très clair. Du coup, maintenant, on va parler de ce qui se passe après. Quelles sont les actions de l'employeur, du coup, après la rédaction du DUERP? Alors là, on va distinguer les entreprises de moins de 50 salariés et de plus de 50 salariés. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, on va rester sur notre document unique. Et dans notre document unique, on va inscrire les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Donc, les résultats de cette évaluation vont déboucher sur des actions de prévention et de protection des salariés à mettre en place. Et on va lister ces actions dans le document unique et dans ces mises à jour. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure où c'était un peu facultatif. Moins de 50 salariés, ce n'est pas vraiment facultatif, c'est tout plus de 50 salariés. C'est un peu plus facultatif parce que c'est un autre document.
Donc, moins de 50 salariés, on reste sur notre document unique et on inscrit nos actions directement dans ce document unique. Ensuite, on présente au CSE cette liste des actions de prévention et de protection pour les salariés. Et à chaque fois qu'on mettra à jour cette liste d'actions, on refait donc une mise à jour du DURP si nécessaire et on reconsulte le CSE. Pour vous donner un exemple, je reprends l'exemple de la lumière bleue. Sur les écrans, on va avoir notre danger qui est la lumière bleue, notre risque, l'atteinte à la vision du salarié, notre solution, plan d'action. On va installer un filtre à lumière bleue sur notre écran qu'on peut télécharger. Donc ça, combien ça va coûter? Rien, le téléchargement est gratuit. Quand est-ce qu'on peut le mettre en place? Rapidement, on va mettre la semaine prochaine. Et qui va le mettre en place? Ça va être monsieur Untel, responsable informatique. Voilà ma procédure d'action pour mon plan d'action pour mon risque lié à la lumière bleue. On peut prendre un autre exemple. Dans une unité de travail consistant dans un travail de bureau, on a des sièges classiques qui avaient été achetés pas trop cher. On se retrouve avec des salariés qui ont quelques problèmes de dos, ou on a un risque qui est des salariés qui ont des problèmes de dos parce qu'on n'est pas sur des sièges ergonomiques. Mon plan d'action sera de changer les sièges. Ça va me coûter 500 € par siège, et c'est telle personne qui va s'en occuper, et qui va s'en occuper pour tel moment. Donc c'est ça mon plan d'action, c'est j'ai mon risque, je fais ça, maintenant que mon risque est identifié, je fais ça pour le supprimer ou pour l'amoindrir. Si vous êtes sur quelque chose où malheureusement il n'y a pas de solution pour limiter le risque, le but sera de l'amoindrir au maximum. Je n'ai pas forcément d'exemple, mais je reprends mon affaire de siège. Je n'ai pas les moyens d'acheter 50 sièges à 500 €. Donc, je vais essayer d'amoindrir le risque et je vais aller acheter des espèces de coussins qu'on peut trouver pour certains sièges pour essayer d'amoindrir les problèmes de dos. Ça ne fera pas un siège ergonomique, mais ce sera mieux que rien. Alors, attention, là, je vous ai donné un exemple, ce n'est pas forcément le meilleur parce que ce n'est pas parce que vous essayez d'amoindrir le risque que l'employeur se dégage de toute responsabilité. S'il y a le salarié a malgré tout des gros problèmes de dos parce qu'il aurait été beaucoup mieux d'acheter des sièges à 500 € que même des coussins, là, l'employeur n'aura pas satisfait son obligation de résultat, il n'aura pas tout fait pour éviter que le problème arrive parce qu'il aurait pu dépenser 500 € pour mettre des sièges ergonomiques. Après, s'il n'y a pas de possibilité, vraiment aucune possibilité, par exemple dans l'agriculture, l'utilisation d'un certain pesticide qui peut avoir des conséquences sur la santé, on n'a pas de produit de remplacement, on va dire qu'il n'y a aucun produit de remplacement et qu'on est obligé d'utiliser. Là, on va essayer d'amoindrir le risque en disant on va diminuer le dosage pour essayer de réduire les risques et diminuer le dosage au maximum. Donc ça, c'est tout un ensemble d'actions qu'il faut faire, toujours pour supprimer le risque ou l'amoindrir le plus possible. Donc ça, c'est les plans d'action pour des entreprises de moins de 50 salariés. À partir du moment où on est sur des entreprises de plus de 50 salariés, là, on va sortir de notre document unique et on va utiliser un autre document qui s'appelle le Programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le PAPRIPACT, qui est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. Donc ce PAPRIPACT, il doit fixer la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir. Donc cela comprend des mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risque professionnel, ainsi que, pour chaque mesure, les conditions d'exécution et l'estimation de son coût. Donc tout ça est détaillé par l'article L2312-27. Alors c'est assez compliqué les PAPRIPACT, vous ne trouverez pas forcément de modèle de PAPRIPACT, parce qu'en fait, chaque PAPRIPACT dépend entièrement de votre DUR. Donc en fonction de votre DUR, votre PAPRIPACT il sera différent. Mais grosso modo, il va reprendre en compte tous les risques que vous avez mentionnés, les mesures de prévention, les conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
Et il va également identifier les ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées, ainsi qu'un calendrier de mise en œuvre. Donc ce PAPRI Pacte, il est présenté au CSE au niveau de sa consultation sur la politique sociale de l'entreprise, partie des consultations récurrentes. C'est à ce moment-là que le CSE est consulté sur ce PAPRI Pacte. Et les élus, à ce moment-là, vont devoir effectuer un bilan du résultat des actions de prévention mises en place au regard du PAPRI Pacte de l'année d'avant. Donc, on donne aux élus ce nouveau document et les élus vont pouvoir faire un bilan du document de l'année d'avant, donc de l'année précédente, dans lesquels ils vont reprendre toutes les mesures, tous les risques, toutes les mesures qui ont été mises en place. Est-ce qu'elles ont été réellement mises en place? Est-ce qu'elles ont été efficaces? Est-ce qu'elles ont coûté le coût qui a été identifié? Est-ce que le calendrier a été respecté? Donc, grosso modo, on donne le nouveau PAPRI Pacte aux élus et en même temps, on regarde l'ancien et on regarde est-ce que ce qui a été prévu a été fait. Merci beaucoup, Kevin, pour toutes ces explications. On va prendre un petit peu de temps pour répondre à certaines questions de nos participants et vous avez été nombreux à en poser. Merci. Première question, le télétravail est-il considéré comme une unité de travail à part entière? Alors, ça va dépendre. Effectivement, ça, c'est une excellente question parce que le télétravail amène forcément à de nouveaux risques. Le télétravail, on peut le prendre en compte comme une unité de travail à part entière parce que vous allez avoir des risques différents. En tout état de cause, il faut y aller avec de grosses pincettes là-dessus parce que vous êtes dans le domicile du salarié. Donc, vous ne pouvez pas venir pour regarder déjà quoi ressemble la pièce utilisée par le salarié. Est-ce que l'installation électrique est aux normes, même si normalement il y a un engagement sur l'honneur de la part du salarié que cette installation électrique est aux normes? Est-ce qu'il y a des escaliers dans lesquels il pourrait glisser, etc., etc. Donc, au niveau du télétravail, ça va prendre avec d'énormes pincettes parce que les possibilités de l'employeur sont assez réduites. Donc, au niveau du télétravail, ça va être essentiellement se baser sur le matériel informatique et les problématiques liées à la luminosité de l'écran. Ça peut se baser sur le mobilier, donc bureau, siège, mais ça ne peut pas aller beaucoup plus loin parce que, ne serait-ce que, par exemple, la conformité du réseau électrique, on ne peut pas aller chez le salarié pour vérifier l'installation de son réseau. Et au niveau de faire le bilan de la mise en œuvre, on ne va pas avoir le CSE qui va se déplacer chez chaque salarié pour voir ça. L'employeur ne peut pas non plus financer la remise aux normes de l'installation électrique du salarié. Donc le télétravail, c'est très important d'en tenir compte et c'est essentiel de le mentionner dans le document unique. Ça peut être une unité de travail, ça peut être considéré comme... généralement, on va le mettre dans une unité de travail quand même. Mais en tout état de cause, il faut le mentionner, mais attention non plus à ne pas aller trop loin parce qu'on peut avoir la volonté d'aller beaucoup plus loin, mais on va se heurter à nos plans de prévention et à nos actions à mettre en œuvre parce qu'on ne pourra pas aller plus loin. Donc, télétravail, oui, on le mentionne, mais par contre, on s'arrête au système informatique et au mobilier. Merci, c'est très clair. Autre question, est-ce que le fait d'avoir des salariés souvent en déplacement, en voiture ou non, constitue un risque potentiel? Un risque énorme même parce que vous avez des déplacements en voiture, donc des risques routiers. Alors au niveau de la prévention, c'est vrai, des plans de prévention à faire, c'est un petit peu délicat, à part des formations à apporter aux salariés pour être sûr qu'ils conduisent correctement, en vérifiant leur temps de repos. Quand vous avez des chauffeurs, donc vous avez qui grave, pardon, excusez-moi, mais quand vous avez par exemple des commerciaux, vérifiez s'ils respectent bien les temps de repos, si ils n'ont pas des journées de 20 heures. Donc le risque routier est un risque extrêmement important et doit absolument être mentionné dans votre DURP parce que c'est un des risques les plus importants. Vous avez le risque routier donc en termes d'accident, mais il n'y a pas que le risque d'accident dans une voiture. Il va également y avoir, et c'est peut-être un des plus gros risques, les risques musculo-squelettiques, notamment les problèmes liés au dos et liés à la position assise toute la journée. Ça va notamment viser des VRP, des chauffeurs routiers,
des chauffeurs, que ce soit sur de la longue ou de la courte distance, vous avez énormément de risques qui sont liés à ça. Donc là aussi, il peut y avoir un plan de prévention avec l'acquisition de, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est des espèces de coussins qu'on va mettre sur les sièges du véhicule pour atténuer les problèmes de dos. Pas une solution miracle, mais ça permet d'essayer d'atténuer. Et tout. Merci Kevin. Autre question concernant cette fois-ci les RPS, donc les risques psychosociaux. Doit-on faire deux documents distincts entre le DURP et les risques et les RPS, ou les RPS sont inclus dans le DUERP? Alors, les RPS sont inclus forcément dans le DURP parce que vous allez devoir en parler. Par contre, en termes de prise en charge de ces RPS, qui sont quand même quelque chose d'assez vaste, il peut être intéressant de faire un autre document sur lequel on va travailler avec le CSE ou le CSSCT. Mais ce sera forcément indiqué dans le DURP. Très bien. Merci beaucoup, Kevin. Nous n'allons pas avoir le temps de traiter toutes les autres questions. Je vous invite vivement à poser votre question sur le site de Jury Travail. Nous vous répondrons gratuitement. Nos juristes vous répondront gratuitement en 24 heures. En attendant, pour gagner du temps dans la rédaction de votre DURP, vous allez pouvoir télécharger sur le site de Jury Travail le dossier complet avec tout ce que vient de vous dire Kevin, des questions essentielles, des modèles de lettres et des fiches express. Vous allez pouvoir également télécharger directement un modèle de DURP et votre affichage obligatoire. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Merci beaucoup, Kevin, pour toutes ces informations. Merci à tous pour votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine webconférence sur un tout autre sujet, mais non des moindres, sur les baux commerciaux, qui sera le jeudi 29 juin à 14 h. Et la webconférence est bien évidemment gratuite. Merci beaucoup et très bonne journée et à très bientôt. Merci.